je crois qu'il mettait 100 kilos d'héroïne, voire peut-être même plus. Salut à tous, c'est Colin pour un nouvel épisode d'Extra. Aujourd'hui, mon invité, c'est Gaël Morin, qui est l'auteur de ce livre, L'homme qui a fait tomber la French Connection. Cet homme en question n'est autre que son grand-père, Marcel Morin. C'est aux éditions Fayard, disponible depuis le 28 mai. Et en préface, vous pouvez retrouver Martine Monteil, qui a beaucoup aidé Gaël dans son enquête. Merci Gaël d'être avec nous. On a plein de choses à aborder. Mais d'abord, comment tu vas ? Bonjour, ça va. Merci. Ça va bien ? Oui. Merci pour le déplacement jusqu'à Paris. Ça me touche que tu m'accordes beaucoup de temps comme ça pour parler de ton livre qu'on va aborder ensemble, mais surtout le contexte, la façon, l'enquête que tu as dû mener pour écrire ce livre, parce que c'est particulièrement captivant. C'est digne d'un film hollywoodien. Comment tu t'es senti, toi, au sortir de ça ? Est-ce que là, maintenant, tu te sens soulagé, tu te sens excité ? Comment tu te sens ? Soulagée. C'est un projet que je mène depuis 4 ans. Donc, c'est vrai que là... pour moi, c'est la fin et le début de quelque chose d'autre. C'est la fin du livre, mais c'est le début pour faire reconnaître cette histoire et du coup, mon grand-père. Alors, il y a tout un contexte quand même qu'il faut mettre en place pour les personnes qui vont nous regarder, parce que tout le monde, c'est difficile à croire, mais tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est la French Connection. C'est important de remettre le contexte. Donc, est-ce que tu peux nous rappeler, assez brièvement, on ne va pas entrer dans le détail, mais ce qu'était la French Connection ? Alors, la French Connection, ça a été la plus grosse organisation mondiale de trafic d'héroïne qui partait de Turquie, Marseille, Oui. États-Unis et Canada. C'était dans les années 60-70. D'accord, ok. La partie où ton grand-père est impliqué dans la résolution de l'enquête, notamment, ça s'étend de quand à quand exactement ? De 1971 à 1974. La base, c'est en France, c'est à Marseille, elle est produite à Marseille. Oui. Est-ce que tu peux rappeler un petit peu le contexte dans lequel elle est produite ? Parce que c'était des laboratoires, comme on appelle dans le jargon, un petit peu spécifiques quand même. Il y a une petite histoire autour de l'organisation. Donc déjà, c'était souvent des Corses marseillais. Les laboratoires étaient montés, démontés. C'était des laboratoires, quand on regarde les photos, ou comme on a pu me décrire, qui sont vraiment un peu comme dans des sous-sols. C'est un peu précaire. Et ces laboratoires, c'était des chimistes qui créaient cette héroïne pure à plus de 97%. Donc c'était la meilleure du monde, qui était très demandée, notamment par les Américains. Il y a la couverture qu'ils mettaient en place pour produire pour ces laboratoires, pour trouver un lieu pour ces laboratoires qui est complètement dingue. Ils achetaient des villas, mais au nom d'autres personnes. Donc, ils prenaient un couple un peu dans le besoin, quelqu'un qui n'aurait pas de soupçons, et ils leur achetaient une villa pour eux, à leur nom, et en contrepartie, ils avaient le droit d'y aller pour monter leur laboratoire et travailler au sous-sol. Donc, il faut savoir qu'un chimiste de l'époque, il travaillait 3 jours par mois. Par mois ? Ah d'accord, ouais. Ok. Donc 3 jours par mois, le chimiste venait réquisitionner un petit peu les lieux, enfin une partie des lieux, c'est ça, pour faire son travail. Et donc c'est vrai que c'était très difficile, même pour la police, de les trouver, parce que c'était des villas, que c'était pas tous les jours. Donc voilà. Aujourd'hui, même si on a encore dans les infos droit à des énormes quantités de drogues qui sont trouvées, on a quand même aujourd'hui du mal à se dire que ça puisse transiter à cette échelle-là. Tu as mentionné plusieurs pays qui étaient impliqués. On partait de Marseille, on allait en Turquie, on allait au Mexique, on allait en Espagne, ça partait dans tous les sens, jusqu'à arriver aux États-Unis notamment. Il y avait le schéma notamment Marseille, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que tu es beaucoup mieux qu'avec moi évidemment. Marseille, Espagne, Mexique, États-Unis. Espagne, Mexique, certainement. Il y avait plus États-Unis, Canada. Bien sûr, la morphine base était en Turquie. Il y avait la filière chinoise. Il y avait la filière marseillaise. Enfin, il y avait plusieurs filières. D'accord. Sauf que la plus pure, et celle qui était le plus demandée, notamment aux États-Unis, c'était la marseillaise. En fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, c'était l'époque, dans les années 60, où il y avait énormément de braquages, il y avait énormément de rackets, de clubs de jeux, etc. Et quand les truands se sont rendus compte de tout ce qui était la cam et du prix qu'ils pouvaient toucher par rapport, et des risques qui étaient quand même moindres par rapport à un braquage, par rapport à un racket, à ce moment-là, c'était 5 ans de prison pour trafic de stupéfiants. Donc en fait, ils se sont dit, on va gagner plus, on a moins de risques,
Et on a pareil en condamnation. Sanction, ouais, Donc finalement, il y en a plein qui, et puis ouvertement, qui disaient même à des policiers, mais vous inquiétez pas, vous aurez plus besoin de... Enfin, vous ne nous verrez plus, maintenant, on s'est mis dans la cam, ça paye plus. Ok. Donc voilà, c'était donc les années 60. Ouais. Il y a eu reconversion professionnelle, si on peut dire. Ok. Dans tous les personnages qui peuvent être cités, alors il y a énormément de documentaires sur la French Connection. Il y a notamment même un film qui a été fait. Il y a pas mal de personnages qui sont cités, dont un, c'est Edmond Taillé. Oui. Est-ce que tu peux me parler de la spécificité du rôle de ce personnage dans cette histoire? Alors Edmond Taillé, c'était un chanteur marseillais. Il chantait au Canada dans un petit... je sais pas comment on peut appeler ça, Un mais cabaret, voilà, un ce cabaret genre de choses, ouais. qui s'appelait Chez Clairette. Et il y avait beaucoup d'autres chanteurs français, notamment Johnny Hallyday, qui allaient là-bas. Et il avait été contacté par la French Connection, par un des organisateurs, pour déjà être passeur de Marseille jusqu'au Canada. Notamment, il avait fait passer dans les instruments de musique de la troupe de Johnny Hallyday, etc. Ok. Donc, il y avait eu ça. D'accord. Et après, il avait une autre spécificité, c'était de promettre à des petites jeunes québécoises de les marier et faire un voyage de noces à Marseille. Il mettait, il y avait les DS 21 qui étaient toutes désossées pour mettre au maximum de stupéfiants dedans. Je crois qu'il mettait 100 kilos d'héroïne, voire peut-être même plus. Et c'est fou, en plus, c'est en utilisant les parties dites un peu vides de la C'est voiture. ça. Ils désossaient, comme tu dis, Oui. et ils mettaient des sacs dedans pour remplir, en gros, tous les petits espaces vides laissés dans la construction Oui, de la et voiture. puis il fallait que ce soit super bien fait. Ils mettaient dans les parties qui ne chauffent pas du moteur, ils mettaient moins de réservoir, ils mettaient une cloison et ils mettaient dans le réservoir. Et en fait, ils se sont rendus compte, après, les Américains, par rapport au poids de la voiture. Que c'était évidemment plus lourd. C'est ça, parce qu'en fait, ils étaient persuadés qu'il y avait certaines voitures qui en transportaient. Quand ils fouillaient partout, ils trouvaient rien. Et en fait, après, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on fouille pas bien. Et en fait, c'est avec le poids initial de la voiture et que là, ils se sont dit, bon, il faut plus désosser, quoi. Donc, Edmond Taillé, il séduisait ces jeunes femmes depuis le Canada. Il leur promettait un voyage de noces à Marseille. Et après quoi, alors? Qu'est-ce qui se passait? Ils se mariaient là-bas et elle devait, ramener le véhicule. C'est ça, oui. Elle n'avait aucune idée de ce qui se trouvait dans le véhicule. C'est un fléau à l'époque, l'héroïne notamment, mais les drogues sont un fléau, que ce soit en France, à travers le monde, mais aussi aux États-Unis. Le président Nixon décide d'intervenir parce qu'il voit que 80% de la production de drogue est réalisée depuis Marseille. Il décide donc d'entrer en contact avec le président Pompidou pour trouver une solution. Qu'est-ce qui se passe après? Ça faisait déjà un moment qu'il demandait à Georges Pompidou, je crois que c'est depuis les années 69, qu'il demandait à intervenir, sauf que Pompidou, pour lui, il n'y avait pas de problème en France. Il n'y a pas de drogués, il n'y a pas de problème. Et il y avait quand même 6000 morts d'overdose d'héroïne par an aux États-Unis, d'héroïne marseillaise. Et donc, c'est en 1900, dans les années, donc un an plus tard, je crois, où là, Nixon intervient en faisant même venir John Cusack, qui est un inspecteur américain. Et à partir de ce moment-là, Pompidou décide de mettre vraiment les choses en place. Donc, avec Raymond Marcellin, qui était ministre de l'Intérieur, il nomme 2 policiers, donc François Lemuel et Marcel Morin, mon grand-père. François Lemuel à Paris et mon grand-père à Marseille. D'accord. Ok. C'était quoi les spécificités dans le travail de ton grand-père, dans le profil de ton grand-père pour qu'il soit choisi à ce moment-là pour cette mission? Alors, j'ai pas encore su exactement tout, parce que le problème, c'est que maintenant, sur Internet, il n'y a pas vraiment tout. Et quand j'ai fait ma recherche, mon grand-père, il y avait plein de choses, soit qui se rappelaient pas, soit... et puis bon, j'ai fait mon enquête un peu trop tardivement, et du coup, il y a pas mal de questions sans réponse. Mais par contre, François Lemuel, c'est le créateur de la BRI, l'anti-gang, en 1964. Et mon grand-père a travaillé avec lui pour l'anti-gang. Et donc, à cette création, c'était vraiment... à l'époque, c'est vrai que les policiers... créaient énormément de choses dans la police parce qu'ils se rendaient compte qu'il y avait des enquêtes qui ont été loupées, parce que finalement, s'ils avaient fait des enquêtes avant qu'il y avait le crime, peut-être qu'ils auraient pu s'apercevoir d'autres éléments de l'enquête qui auraient permis d'avancer un peu plus vite. Donc, ça a été
Vraiment, la spécificité de la BRI, c'est des filatures, c'est tout ça. Et avant, ça, Hmm. c'était pas forcément le cas. On n'enquêtait pas avant. Mais surtout, voilà, faut remettre dans le contexte parce que tout ce qui est filature, tout ce qui est immersion, ce genre de choses, c'était pas aussi populaire, entre guillemets, qu'aujourd'hui dans les méthodes de la Oui. police. Ton grand-père a été un peu euh, instigateur de ces Mm. nouvelles méthodes-là. Est-ce que, à ce moment-là, de sa vie, de votre histoire, de son histoire à lui, l'entourage de ton grand-père, à savoir ta famille, est au courant de tout ce qu'il fait, de l'implication du projet là qui est mis en place ou pas du tout? Oui. D'accord. Oui, puis Donc, c'est dans tous les journaux, donc donc tout le monde sait qui est ton oui. grand-père, ce qu'il va faire et à quoi il s'attaque. Oui. D'accord, ok. On va arriver sur ton histoire à toi, parce que bon, ça arrive quelques années plus tard, mais elle est complètement folle, la façon dont tu découvres tout ça. Donc j'ai envie d'aborder ça et d'avoir un petit, on va dire, bonus de toutes les émotions que tu as pu ressentir à travers ton enquête. Le jour où tu apprends que ton grand-père a potentiellement eu cette vie-là, est-ce que tu avais connaissance du métier que pouvait faire ton grand-père tous les jours, de ce qu'il faisait dans la police, etc., ou pas du tout? Si, je savais qu'il était policier, Mhm. mais je crois que ça a été un peu un non-sujet, dans le sens où il était très pris Dans son métier? dans son métier. Mhm. Merci. Je t'en prie. Il était très pris, et du coup, ma mère et ma tante et ma grand-mère en ont beaucoup souffert aussi de ce métier, Mhm. parce qu'il était tout le temps absent, Mhm. il n'était pas vraiment là. Donc, ma mère et ma tante le disent aussi souvent qu'ils aimaient beaucoup mon grand-père quand il était en vacances, parce que c'était vraiment une autre personne. Ouais, Du coup, d'accord. c'était pas forcément un sujet. Et avec nous, on savait qu'il était policier. On n'était que des filles, donc est-ce qu'ils se disaient que ça allait nous intéresser? Ouais, Je sais pas trop. Et puis bon, ça nous a pas manqué plus que ça à ce moment-là, quoi. d'accord. Comment tu le découvres alors? Que le passé de ton grand-père, c'est ça? En fait, quand en 2021, Mhm. mon grand-père part en maison de retraite avec ma grand-mère. Et donc, ils ont une maison dans le Var, et on a dû commencer un peu à trier la cave pour faire un peu de vide. Et à ce moment-là, je découvre plein de cartons. Et en fait, en les remontant, je regarde un peu ce que c'est, ce que je dois jeter, ce que je dois pas jeter. Et en fait, là, je trouve quasiment l'enquête de la French Connection, quoi. Donc, avec des journaux où il fait la une, il y avait des procès-verbaux, enfin beaucoup de documents en plus qui étaient à la machine à écrire. Donc moi, j'ai pas l'habitude. Donc déjà, juste pour le document en lui-même, ça m'intéressait de voir ce que c'était. Et après, plus j'ai commencé un petit peu à fouiller, à regarder et à faire un peu des liens entre toute cette histoire, et plus ça m'a intéressé. Tu lui dis que tu tombes sur ça ou pas? Je lui dis pas que je tombe sur ça, parce que même un peu affaibli, il aurait râlé que je continue dans ses affaires. D'accord. Mais je lui pose des questions. Sauf que je me rends compte que c'est un petit peu trop tard. C'est vrai que c'est un peu flou dans sa tête. Il me dit qu'il a écrit des livres, qu'il en a déjà beaucoup parlé. Et Ouais. voilà. Donc je sens que c'est pas lui qui va me donner un coup de main pour comprendre un petit peu l'histoire, quoi. Tu ressens quoi au moment où tu tombes sur ces boîtes, le niveau d'importance de ces documents? Toi qui découvres ça dans la cave de ton grand-père, c'est quand même complètement fou. Ouais. Tu ressens quoi? T'es excité? T'as un peu peur? T'es intrigué? Qu'est-ce que tu Non, ressens? je suis excitée, et je crois qu'à ce moment-là, mon grand-père, je vois que je suis en train un peu de le perdre, parce que mine de rien, c'est voilà, on sait que c'est sur la fin. Et en fait, je sais pas, je me suis un peu donné une mission, comme quoi, finalement, il fallait que je le garde vivant. Et donc, Hmm. j'ai voulu un petit peu faire une enquête, et puis ça me rapprochait de lui, en fait, de savoir qui il avait été, ce qu'il avait fait. Ouais. Et puis là, il n'y avait plus personne dans la maison pour nous dire touche pas à ci, touche pas à ça. Donc, on s'est fait un malin plaisir d'ouvrir tous les tiroirs et de tout regarder. Ouais. Et finalement, de voir qu'il avait fait la une des journaux. J'étais tombée aussi sur un télégramme de l'ambassade américaine qui félicitait mon grand-père pour les milliers de vies sauvées. Donc là, je me suis rendu compte que vraiment, il avait fait des choses quand même importantes. Mhm. Et puis, je pense que j'étais fière aussi, mais fière, mais je ne savais pas trop. Donc, il fallait Ouais. que je fouille pour Ouais. savoir vraiment Ouais. voilà, l'histoire globale, quoi. Mais toi, quand tu en ressors avec là les yeux que tu as là, quand tu le racontes, ta grand-mère, elle n'est pas tentée, même ta mère, de t'en parler davantage, de donner plus d'informations sur sur ce que c'était la vie de ton grand-père? Ma grand-mère, maintenant, c'est pareil, elle est quand même âgée, etc. Donc je lui pose plus des questions sur comment il était en tant que mari, comment il était, Hmm. voilà, leur vie à eux deux. Et ma mère, si, elle me dit, mais pareil, je pense qu'elle connaissait pas vraiment les détails.
elle était fière quand elle voyait un article de mon grand-père ou quand elle voyait... mais après, elle, je pense qu'elle rentrait pas dans le détail de l'enquête ou même de ses collègues de travail. Voilà, elle D'accord. posait pas tant de questions que ça. À quel moment tu prends la décision de faire l'enquête, de lancer une enquête aussi approfondie que ce que tu as réalisé comme travail en 4 ans? Parce que, bon, d'accord, au départ, tu es curieuse, tu cherches un petit peu sur la vie de ton grand-père, comme la majorité d'ailleurs des jeunes, enfin des générations suivantes ont pu faire en posant des questions ou en allant chercher des réponses. Mais toi, à quel moment tu te dis, c'est trop gros, il faut que j'aille plus loin que simplement poser des questions à droite à gauche et partir à aller chercher de la documentation, à te rapprocher de la police, à faire toute l'enquête que tu as pu réaliser derrière? Je pense pas que je me suis dit c'est trop gros, c'était plus j'ai plus le temps parce que Ok. je savais que tous ceux qui pourraient me répondre commençaient aussi à prendre de l'âge. Mm. Il avait écrit un livre, La planète blanche, avec un ancien journaliste, François Missen. Mhm. J'ai regardé le répertoire, s'il n'y avait pas les numéros. Voilà, j'ai essayé un petit peu de regarder qui pouvait être encore vivant, qui était encore susceptible d'avoir toute sa tête aussi Mhm. pour me raconter. Et donc, d'abord, ça a été plus une curiosité qui m'a amenée. J'avais pas du tout l'idée d'écrire un livre ou c'était plus, voilà, il faut que je sache. Et puis, j'ai tout enregistré, j'ai tout filmé parce que j'avais tellement d'informations en très peu de temps aussi qu'il fallait que ce soit figé. Voilà, ça a été un petit peu de bout en bout que finalement toute cette histoire elle s'est passée parce que Jacques Thibault, par exemple, un ancien inspecteur, Mhm. était super content lui de raconter aussi sa vie. Je voyais dans ses yeux qu'il était content de se rappeler un petit peu Ouais. de toute cette période, ce que mon grand-père n'a pas pu me dire au travers eux, leur regard et ce qu'ils avaient vécu. Et donc du coup on buvait le café puis m'expliquer un petit peu leurs anecdotes. Ouais. Et ça a été vraiment une aventure humaine. J'ai rencontré du coup Martine Monteil aussi, qui a Mhm. travaillé avec mon grand-père au 36 quai des Orfèvres. Et D'accord. donc, plus j'en apprenais, et finalement, plus j'avais envie de creuser encore plus dans ce qu'il avait été en tant que collègue aussi, en tant que policier, en tant Mhm. que mari. Et du coup, voilà, j'ai fait vraiment une enquête finalement sur qui était mon grand-père. Il y a presque un sentiment de double vie dans le bon sens du terme, pas dans le fait qu'il avait une autre famille, mais dans la personnalité, plus une double personnalité chez ton grand-père. Tu as eu ce sentiment, toi, de ne pas du tout reconnaître la personne qu'on te décrivait ou pas du tout? Non. Non, parce que au contraire, il malmenait pas les truands. Il y a un ancien truand qui m'expliquait que quand mon grand-père est arrivé justement à Marseille, ça a été le premier qui a dit alors là, on frappe plus. Parce qu'en fait, il avait tellement tout fait l'enquête Mhm. qu'il disait mais en fait, vous frappez parce que vous n'avez pas tous les éléments. Donc vous frappez les truands pour pouvoir qu'ils vous parlent. Mais Mhm. faites l'enquête. D'accord. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à leur demander leur nom et leur prénom. Donc, vous n'avez plus besoin de frapper pour savoir Mhm. qui D'accord. était avec eux. C'était un bon policier, mais au-delà, il était très psychologue, stratège. Et en fait, il essayait de voir le jeu des truands Mhm. et de lui avoir une longueur d'avance. C'est ce qui ressort le plus, c'est ce qu'il était finalement aussi Ouais. avec nous, quoi. D'accord. Toi, quand tu retraces toute cette histoire, tu es ému, tu es fier, tu es à la fois triste. Qu'est-ce que tu ressens comme émotion? Je pense que j'ai pas trop envie de ressentir des choses et que du coup, je me plonge un peu dans cette enquête, pas au départ, peut-être par déni ou je sais pas, plus pour me donner une mission parce que je sais qu'à côté, moi, j'étais très très proche de mes grands-parents. J'allais beaucoup chez eux jusqu'à la fin. Ouais. Et aussi, il y avait ce sentiment qu'il n'avait pas été mis à sa juste valeur. Et plus j'ai creusé dans son parcours et plus je me suis dit qu'il méritait finalement qu'il soit connu Ouais. du grand public parce qu'on parle beaucoup de la French Connection, on connaît la vie entière de tous les truands, Ouais, c'est mais vrai. par contre les policiers qui ont justement mis leur vie de famille de côté, qui ont pris des risques, qui ont tout créé de la police. La brigade des stupes Mhm. de Marseille n'existait pas à cette Mhm. époque-là. Il a tout créé de A à Z, il connaissait rien. Et pour tout ça, où je me suis rendu compte et que je me suis dit, en fait, il mérite encore plus que d'un grand nom finalement de truand, de Ouais. marquer les esprits. Et Ouais. c'est aussi pour ça que j'ai voulu faire, enfin lui et tous je les appelle dans le livre les héros de l'ombre, parce que Mhm. finalement, c'est tous ceux qu'on n'entend pas parler, alors Ouais. que finalement, c'est eux qu'on devrait encore plus regarder. Ouais. Quand tu te lances dans cette enquête, qu'est-ce que tu fais, toi? Parce que ça demande énormément de temps, c'est chronophage au possible de mener une enquête de cette ampleur. Ton métier, c'est quoi? Moi, je suis chargée de communication pour un torréfacteur dans le sud de la France. Donc,
Rien à voir avec tout ce que tu as Rien fait à là. voir. Comment tu arrives à jongler avec les deux? Parce que j'ai j'ai des super patrons. J'ai pris le temps, moi, déjà sur mes vacances, le soir, le week-end, pour écrire. Toute l'enquête, je l'ai fait le week-end. Ouais. Mais voilà, là, par exemple, quand je peux pas faire autrement que le week-end, et voilà, ils sont compréhensifs. Petit clin d'œil au patron quand même. Parce qu'ils sont pas tous comme ça. Ils sont pas tous comme ça. Il y a des difficultés particulières que tu rencontres ou pas dans le lancement de ton enquête ou aux différentes étapes de ton enquête. Tu m'as parlé de la mémoire. Est-ce qu'il y a eu d'autres formes d'adversité que tu as rencontrées qui t'ont un petit peu mis des bâtons dans les roues dans ton enquête? Je pensais avoir énormément de bâtons dans les roues. Enfin, des bâtons dans les roues, c'est parce que moi, je m'y connais pas. Je me disais comment je vais pouvoir faire rencontrer du monde. Voilà. Même la police, il n'y a pas de problème avec la police. Tu arrives à aller te rapprocher de la police directement Et ou pas? au final, en fait, c'est ça, c'est que au contraire, il y a tout qui s'est déroulé, mais comme si, après, entre-temps, mon grand-père est décédé, Mhm. ce qui m'a poussé encore plus à faire cette enquête. Ouais. Ça m'a aidé à faire mon deuil aussi, de me dire qu'il faisait cette dernière aventure avec moi finalement. Il faut savoir que les 50 ans de la brigade des stupes auraient dû avoir lieu en 2020. En 2020, mon grand-père était encore vivant, il aurait dû y participer. Il y a eu le Covid. J'ai rencontré, Martine Monteil m'a beaucoup aidée, qui aimait beaucoup mon grand-père, Mhm. qui m'a aidée à aller au ministère de l'Intérieur pour voir son dossier complet. Sur place, j'ai rencontré un contrôleur général qui a été captivé par mon enquête, qui ne connaissait pas du tout mon grand-père. Donc là aussi, je me suis dit, finalement, même à l'intérieur de la police, il n'est pas du tout Ah oui, c'est fou ça. connu, Ça, finalement, c'est fou. par la nouvelle, De notre la génération. nouvelle génération. Et en fait, il se trouvait que lui organisait à Marseille les 50 ans de la brigade des stupes à Marseille. Et donc, vu qu'il m'avait rencontré, il m'a demandé finalement de participer. Ils ont mis à l'honneur mon grand-père et ils ont mis une plaque dans la salle de réunion de l'OFAST au nom de mon grand-père. Donc, c'est vrai qu'il y a tout qui s'est déroulé finalement encore mieux que ce que j'aurais pu m'imaginer. Est-ce que dans toute ton enquête, justement, et toutes les révélations auxquelles tu as eu droit, il y a quelque chose qui t'a un peu surprise, en particulier, marqué, une anecdote, une découverte précise? Qu'est-ce qui t'a choqué dans tout ce que tu as découvert? Moi, ce qui m'a choqué, si on peut dire l'anecdote, il a fini préfet donc à Marseille. Il a refait une enquête sur les repentis. Parce qu'il faut savoir que tous ceux qui avaient collaboré, les truands qui avaient collaboré avec le gouvernement français, étaient repentis, donc étaient protégés par le gouvernement. Et donc, il est allé à la rencontre d'anciens repentis, notamment Édouard Rimbaud, qui était surnommé Doudou, qui était un passeur. Et c'est vrai que ça, je ne me serais pas imaginé que... il avait peut-être 75 ans, il retourne aux États-Unis pour faire une enquête parce que les repentis, il fallait passer par la DEA. Je pense que ça, je ne m'y serais pas forcément attendue, quoi. C'est une belle anecdote. Quand on voit l'ampleur de son rôle, de son importance dans cette enquête, on peut comprendre qu'il était un peu absent quand même dans la vie de ta mère et de ta grand-mère. Tu as pris la pleine mesure de ça en parallèle aussi, parce que toi, tu as la découverte à la fois du travail de ton grand-père, de ce que ça représentait pour lui, de l'importance du rôle qu'il pouvait jouer dans ces enquêtes-là. Ça t'a permis de comprendre un peu plus les points de vue de chacun ou pas? Oui, ouais. Ça m'a permis de comprendre même mon grand-père finalement, que quand il est passé d'une vie aussi trépidante à juste un papy et à rester sur le canapé. Voilà, c'est vrai que là, je me suis un peu plus rendu compte de certaines choses. Finalement, il y a une partie de lui qui est un peu partie aussi. Il y a des moments où tu pensais arrêter plus tôt que ces 4 ans-là parce que tu pensais être arrivé au bout et finalement, non, il y en a encore, il faut aller encore en chercher parce qu'il y a encore des choses intéressantes ou pas? Oui, et en fait, ça a été bien que je fasse le livre parce que ça m'a donné aussi... il fallait que je trouve une fin. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête. Et je me suis dit que finalement, je ne saurais pas tout de lui, mais c'est à moi de vouloir garder ce qui me touche le plus, quoi, finalement. Quand on mène une enquête comme ça, qu'on découvre autant de choses, est-ce qu'il n'y a pas cette frustration de ne pas pouvoir en parler avec lui? Ah si, ça a été vraiment dur, mais même pour l'enquête, il y a des moments où je lui en voulais un peu. Il n'a pas creusé au-delà de c'est ma petite fille, en personnalité, parce que sûrement qu'il me voyait comme une petite fille, et moi je le voyais comme un papy. Tu parles
Dans ton livre, tu parles de deuil, d'être un peu peut-être dans le déni du décès de ton grand-père ou de sa santé, qui t'avais envie de ne pas forcément finir parce que tu voulais que ça continue, sinon ça voulait dire au revoir à ton grand-père. Aujourd'hui, tu en es où? Non, oui, j'ai réussi. Et ce livre m'a aidée, hein. Mon deuil, ça a été plus de me dire qu'est-ce que je peux faire pour le garder vivant. D'accord. Voilà. Est-ce que tu as fait lire le livre à tes proches, à ta famille, avant de venir en parler? Oui, ma mère l'a lu, ma tante aussi. Ils m'ont même aidé finalement à le mettre en lumière en quelque sorte. Donc ils étaient, voilà, je pense qu'ils sont quand même contents Du résultat? ouais, du résultat. D'accord. Tu m'as dit que ça t'avait frustré de ne pas pouvoir lui poser de questions. Mm. Il y a un mot, il y avait quelque chose que tu aurais envie de lui dire aujourd'hui à ton grand-père, en particulier, que ce soit un au revoir, un merci, Est-ce qu'il y a quelque chose, une phrase en particulier qui résonne plus? Je lui ai écrit une lettre à la fin du livre. C'est bien, Et c'est voilà. la parfaite façon de mettre en avant le livre. Bravo, bravo. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Ça me Merci à touche. vous. Encore une fois, tous, vous pouvez retrouver ce livre, L'homme qui a fait tomber la French Connection. C'est incroyable. C'est plein d'anecdotes complètement folles. Ça va vous pousser aussi à vous intéresser de près à ce qu'était la French Connection, mais avec un prisme un peu différent. Cette fois-ci, on le fait avec talent. C'est Gaël Morin qui est derrière toute cette enquête, derrière ce livre. Donc, un grand merci pour ce partage de cette histoire riche en enseignement, en émotion, et puis qui rend un petit peu hommage aux héros de l'ombre, comme tu Oui, le dis. c'est bien ça. dit. Merci beaucoup, Gaël. Merci. À très vite. Et puis, continue à nous partager des histoires comme ça. Si jamais ça ne concerne pas ton grand-père, mais que tes talents d'enquêtrice peuvent servir, ne te prive pas. Merci, à bientôt sur Extra. Ciao.